Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une émission consacrée à la fête de l'armée. Mon invité est le général Khalil Hello, avec qui nous discuterons plus en détail des défis, des sacrifices et surtout des efforts et des mérites de l'armée, qui est effectivement la dernière institution libanaise qui n'a pas connu de déclin. Général Khalil Hello, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci beaucoup, mademoiselle Tilia. Comment est-ce que l'armée parvient à remplir son devoir, qui est d'assurer la paix et la sécurité, en dépit des difficultés socio-économiques qui pèsent sur les militaires? Bon, écoutez, pour répondre à cette question, il faut toute une thèse, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Pour commencer, il y a une culture qui date d'au moins un siècle, depuis la fondation de la première unité militaire libanaise, la Légion d'Orient, qui était rattachée à l'armée française. Et puis, depuis l'indépendance, il y a une culture militaire de discipline qui est héritée d'une génération à l'autre, de patriotisme. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la base, c'est l'essence même. Et ça, personne ne peut le comprendre que s'il est à l'intérieur de l'institution. Parce que là-bas, dans un pays comme le Liban, où il y a 18 communautés qui sont dans le creuset de l'armée, où il n'y a pas de différence entre un chrétien, un musulman, un chiite, un sunnite, on a le même entraînement, on est éduqué aux mêmes valeurs. Et surtout, quand on est sous le poids des événements, quand on est soumis au feu ennemi ou au feu adversaire, à ce moment-là, la solidarité augmente beaucoup. Donc ça, c'est le facteur principal. Il y a un autre facteur aussi, c'est l'expérience. L'expérience de l'armée qui a été divisée une première fois en 1975 en plusieurs armées au pluriel. Donc chaque militaire a été rejoindre sa communauté, si vous voulez. Et on a créé des armées, l'armée du Liban arabe, l'armée du Liban libre, la brigade du Akkar, etc., etc. Et c'est là où les militaires se sont rendus compte que leur poids a considérablement diminué, pour ne pas dire éliminé. Donc quand ils sortent de ce creuset-là, de cette institution, c'est fini. Ce sont des petits numéros. Alors que dans l'institution, vous avez autre chose. Vous avez la fierté, vous avez l'éthique, vous avez les valeurs. Donc tout ça s'est perdu quand on subit une division ou bien quand on est tenté d'aller rejoindre les siens. Bon. Une autre expérience encore douloureuse, c'est l'expérience de la division de 84. À cette époque, c'était le mouvement Amal qui a convaincu des militaires de faire, si vous voulez, mutinerie. Et puis, mais malgré tout, ils se sont regroupés dans une seule brigade qui a continué à avoir des contacts avec le commandement de l'armée. Donc, c'était moins pesant qu'en 1975. Donc, une expérience de 5 décennies, une autre expérience de 4 décennies. Et tous les militaires ont compris que c'est l'institution qui les chapeaute tous, qui les protège tous, qui leur donne une sécurité aussi bien morale que matérielle, malgré toutes les difficultés qu'il y a. Ça, c'est le facteur numéro 2. Le facteur numéro 3, qui relève toujours de l'expérience. Grâce à Dieu, nous avons croisé le fer avec tout le monde. Donc, avec les Israéliens, plusieurs fois, en 68, 70, 71, 72, 73, pour ne pas parler du reste et des escarmouches récentes. Avec l'armée syrienne, nous avons eu une expérience très douloureuse. La guerre qui a duré pendant 7 ans sur les fronts, on a eu des centaines de morts. On a résisté à beaucoup de tentatives de détruire le Liban. Ensuite, contre toutes les milices locales, sans exception, nous avons croisé le fer avec Amal, avec les forces libanaises, avec les Mourabitoun, avec tout le monde. Donc, il y a un dénominateur commun, c'est que ces fractions-là veulent avoir leurs avantages. Je ne les blâme pas, c'est légitime. Mais il y a l'intérêt suprême du Liban, qui est le seul endroit où vous sentez bien que vous le défendez, c'est l'armée libanaise. Et je parle d'une expérience personnelle. Moi, j'ai commencé mon militantisme avec les partis chrétiens pendant la guerre
des 2 ans, et puis pendant la guerre de 78, et puis je me suis rendu compte que ma place est ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais là où je suis, mais que ma place c'est là-bas. C'est dans cette institution qui est légale, qui est légitime, qui est aimée par tous les Libanais. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas un Libanais, à part quelques exceptions des gens de la Moumana, qui n'ont pas confiance en l'armée. Tout le monde a confiance On en va l'armée. en parler tout à l'heure, oui. Malgré toutes les, si vous voulez, all the drawbacks, malgré tous les défauts, malgré toutes les erreurs, les gens continuent à avoir confiance et ils veulent avoir confiance. Et heureusement que dans le palmarès, le positif prime sur le négatif. Mais comment, alors justement, on venait de dire que malgré le Hezbollah et son emprise sur l'État, etc., que l'armée essaie autant qu'elle peut de remplir son devoir. Mais comment elle peut le faire si elle n'a pas accès à certaines zones? Je ne parle pas seulement des zones et des régions contrôlées par le Hezbollah, mais aussi, je voudrais aussi parler des camps des réfugiés, donc notamment palestiniens comme celui de Ain el-Hilwi où il y a des affrontements depuis 2 jours. Donc, comment est-ce que l'armée peut défendre la souveraineté du pays en ayant des zones sur le territoire auxquelles elle n'a pas accès? Écoutez, je vais transcender pour mettre la lumière sur des éléments très importants avant de répondre à cette question. D'accord. L'armée, d'abord, n'est pas un parti politique. Et si l'armée opère sans, je ne veux pas dire couverture politique, sans but politique pour le pays, ça ne sert à rien. Et il faut aussi se rappeler que les armées les plus puissantes du monde ont des limites dans leur pouvoir. Rien que l'armée américaine au Vietnam, qui a gagné toutes les batailles, mais qui a fini par perdre la guerre. Ils n'ont pas perdu une seule bataille, mais finalement, ils se sont retirés du Vietnam. Je parle de l'armée russe en Afghanistan, en Afghanistan et aujourd'hui en Ukraine. Donc vous voyez, c'est des armées super puissantes qui font face à des limites qu'elles ne peuvent pas dépasser. Que serait-ce de l'armée libanaise, d'un pays qui est, du point de vue économique, qui n'arrive pas à soutenir son armée? Elle est soutenue par les pays amis, heureusement, par les États-Unis, les pays occidentaux, les pays arabes. Ouais. Donc, il y a des limites aux actions de l'armée. Donc, imaginez-vous qu'on entre par la force dans des zones où le Hezbollah ne veut pas qu'on rentre, ou bien dans les camps palestiniens. Je vous demande d'imaginer la suite. Et avant de dire pourquoi vous ne rentrez pas, pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne faites pas ci. Finalement, elle fait ce qui est faisable. Elle fait ce qui est faisable dans les limites de la Constitution, dans les limites des lois. Et je crois que les résultats sont probants. Maintenant, rentrer dans des camps palestiniens, je commence par les camps palestiniens. L'armée est rentrée dans des camps palestiniens déjà, mais ce n'est pas Ain el-Hilwi, c'est différent. Le camp de Nahr el-Bared, j'ai eu l'honneur de participer à cette mission pendant 80 jours. J'avais une mission médicale et j'ai été chargé aussi de 2 missions opérationnelles aussi là-bas. On ne peut pas comparer Nahr el-Bared à Ain el-Hilwi. Et à Nahr el-Bared, il y a eu des lignes rouges de la part du secrétaire général du Hezbollah que nous avons dépassées parce que nous avions une couverture arabe, et ça c'est très très important. Le président Siniora, c'est le premier ministre libanais qui donne l'ordre à l'armée de rentrer dans un camp palestinien. C'est une première, donc là aussi. Et nous avions aussi le soutien de la population locale de Akkar, qu'elle soit sunnite ou bien qu'elle soit chrétienne. Donc la mission de Nahr el-Bared était réussie à cause de ça. Et en plus, les civils palestiniens qui étaient dans le camp ont évacué le camp avant que nous commencions la mission. Il y avait 30 000 Palestiniens qui ont évacué le camp dans les autres camps du Liban. Et c'est là où on a commencé l'opération. Et le commandement militaire était très méticuleux. Les ordres étaient formels. Vous ne tirez pas un seul obus, vous ne tirez pas une seule balle tant qu'il y a des civils dedans, parce que ça va se retomber contre nous, ce qui est très normal. Donc ça, c'était une mission propre qui a été terminée à la von Clausewitz. Donc l'ennemi a été complètement décimé. Alors Ain el-Hilwi, ce n'est pas la même chose. D'abord, Ain el-Hilwi, c'est 70 000 réfugiés palestiniens. C'est le double de Nahr el-Bared. C'est 300 000 mètres carrés. C'est un camp qui est entouré d'une muraille de béton. Donc, c'est très cerné. Donc, il y a très peu de risques que ça déborde. L'armée tient bien les entrées du camp.
elle ne permet pas la sortie d'armes ou l'entrée d'armes. Bien sûr, l'évacuation des blessés, elle le permet, et même c'est son devoir de permettre ceci. Et n'oublions pas qu'à l'intérieur, et là il y a un enjeu régional, c'est le Fatah qui est soumis enfin, si vous voulez, à un harcèlement de la part des islamistes, de plusieurs organisations islamistes à l'intérieur du camp, extrémistes, avec lesquelles nous avons déjà creusé le fer dans plusieurs endroits du Liban, dont quelques-unes, et les majeures aussi, sont liées au djihad islamique palestinien à Gaza, et qui lui est lié à l'Iran. Quelques-unes sont liées au Hamas, qui lui aussi a des liens avec l'Iran, moins que le djihad. Donc dans un cas pareil, que voulez-vous que l'armée fasse? Et là, je ne parle pas de l'absence totale du gouvernement, de l'absence totale du ministre de l'Intérieur. Ces fractions qui se battent se réunissent dans les bureaux de Hamal, au lieu de se réunir, par exemple, d'être appelés par le ministre de l'Intérieur libanais. Ça, c'est vraiment étonnant. C'était flagrant. D'accord? C'est flagrant, c'est humiliant. Il y a une absence totale et c'est un désistement. Ils ne peuvent pas dire qu'on est neutre là. Vous ne pouvez pas être neutre. Il y a la sécurité de Saïda qui est en jeu. Heureusement que les combats ne sont pas à Saïda, ce sont les balles qui débordent et les obus qui débordent. Mais quand même, notre ministre de l'Intérieur, notre ministre des Affaires étrangères, où est-ce qu'il est? L'État palestinien représenté par M. Mahmoud Abbas est représenté à Ain al-Helwe par le Fatah. Donc là, on peut tout de suite parler. Et d'ailleurs, M. Jmaïl, le député Sami Jmaïl, a contacté M. Mahmoud Abbas. Oui, pourquoi notre ministre des Affaires étrangères ne l'a-t-il pas fait? Et il a dit, je souhaiterais que l'armée libanaise rentre dans les camps. Et là, vraiment, moi, j'hésiterais à le faire avant que certaines conditions ne soient remplies. On n'a pas envie de perdre nos soldats pour des combats dans lesquels nous n'avons absolument rien à voir. En tout cas, il y a eu des blessés. D'accord, il y a eu des blessés, oui, mais rien à comparer avec ailleurs. L'armée est entrée aussi dans le camp de Baalbek, dans le camp Wavell. D'accord, donc il n'y a pas une ligne vraiment rouge. Maintenant, il y a une tradition orale qui dit depuis 1969, depuis les accords du Caire, que la sécurité à l'intérieur des camps palestiniens, c'est une affaire palestinienne et non pas une affaire libanaise. Parce que on ne peut pas comparer avant. Avant, il n'y avait pas des armes dans les camps. Il suffisait de quelques policiers pour maintenir l'ordre, pour maintenir la paix. Mais avec tout l'armement qui a été acheminé vers les camps depuis la Syrie et depuis certains pays arabes pendant des décennies, ce n'est pas maintenant qu'on va rentrer maintenir l'ordre avec quelques policiers. Là, il faudra des moyens, des effectifs beaucoup plus grands et une couverture locale et internationale. Donc, l'armée fait son devoir dans les limites de la mission qui lui a été confiée, c'est maintenir les entrées du camp, interdire l'entrée et la sortie du camp, interdire l'infiltration des terroristes vers le camp et en dehors du camp. Tout ça est mené à la perfection. Et d'ailleurs, depuis 2015 jusqu'à maintenant, ça fait 8 ans qu'on n'a pas entendu parler d'une opération terroriste au Liban, justement parce que c'est l'armée qui fait son devoir avec les forces de sécurité intérieure et la Sûreté générale libanaise. Donc, je crois que j'ai répondu pour les camps palestiniens. Pour le reste, vous vous imaginez, maintenant, les armes du Hezbollah, ça se résout d'abord par maintenir une armée forte, telle qu'elle l'est maintenant, continuer à la renforcer grâce aux pays amis, encore une fois, notre budget ne le permet pas. Deuxièmement, il faut qu'ils retournent à ce qu'ils ont signé à la déclaration de Baabda le 11 juin 2012 et d'élaborer une politique de défense que nous n'avons pas, une stratégie de défense que nous n'avons pas. Et une fois que nous avons tout cela, on peut dire au Hezbollah, venez qu'on parle de vos armes. Elles ne feront jamais partie d'une stratégie de défense. C'est une hérésie. Et il faut voir quand est-ce que vous allez penser les remettre à l'État libanais. Et pour ça, l'armée libanaise et l'officier le plus haut gradé ne peut pas le faire tout seul. Voilà. Absolument. Pourquoi est-ce que l'armée fait face à des campagnes de dénigrement? Alors là, vous avez de toutes parts des campagnes de dénigrement. D'abord, vous avez les gens de la Moumana'a, les gens du Hezbollah. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils écrivent sur leurs tweets, sur les réseaux sociaux, comme quoi l'armée est incapable, comme quoi c'est une armée qui ne peut rien faire. Moi, je vais leur répondre tout simplement, pourquoi vous n'avez pas, vous, enlevé Daesh dans l'opération de Fajr al-Juroud? Si vous en étiez capable, vous n'auriez pas laissé l'armée faire ça. Parce que vous aimez vous dorer le blason.
Alors, et malgré ça, ils ont fait avorter la victoire 2 heures avant l'assaut final. Et là, je l'ai vécu personnellement, bien que je n'étais plus dans l'armée. D'accord? Il y avait un assaut final qui était prévu, et là, on pouvait au moins arrêter une centaine de combattants de Daesh et éclairer le sort des 10 militaires qui étaient entre leurs mains. Et le Hezbollah a refusé ça. Ils ont passé un accord avec Daesh, ils les ont fait évacuer par la Syrie. Le président de la République, malheureusement, a accepté. Et ça a fait avorter la victoire. Et on n'a même pas pu faire vraiment une cérémonie et organiser une cérémonie de victoire comme on l'a fait après Nahr al-Bared. Donc, le Hezbollah ne veut pas montrer la vraie force de l'armée. Elle est forte malgré eux. Nous n'avons jamais été aussi forts, que ce soit du point de vue artillerie, du point de vue aviation. Bien sûr, nous ne ferons jamais l'équilibre avec Israël. Et d'ailleurs, tout le Moyen-Orient ne peut pas faire l'équilibre avec Israël. Nous ne nous leurrons pas. Mais nous avons déjà un potentiel de dissuasion qui est assez important vis-à-vis de toute puissance ou de toute milice locale qui tente de perturber la sécurité. Donc, le Hezbollah et ses acolytes ne veulent pas ça. Même le président de la République, Aoun, malheureusement, quand il a été élu, il a déclaré au Caire que l'armée libanaise est incapable de défendre le Liban. Ça, c'est quelque chose qui est vu que c'était écœurant. Qu'il était lui-même, il faisait partie de cette institution. Écœurant. Mais il y a aussi, vous avez aussi les, je ne sais pas comment les qualifier, mais je ne vais pas utiliser des termes péjoratifs devant la caméra, mais vous avez ceux qui disent « Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer à Ain al-Helwi? Qu'est-ce que vous attendez pour désarmer le Hezbollah? Qu'est-ce que je ne sais pas quoi ?» Puis il y a les autres qui vous disent « Ah non, ils n'ont pas la couverture politique. » Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème est beaucoup plus grave. Il est beaucoup plus enraciné régionalement et internationalement. Donc les détracteurs de l'armée sont de part et d'autre. Et ensuite, vous avez ceux qui veulent torpiller la constitution de sa base, qui vous parlent, par exemple, de changer le régime vers une fédération ou autre, et qui encouragent maintenant pourquoi des armes ont apparu dans les processions de Ashura. Donc, à la fête de la Croix, il faudra tenir des armes aussi. C'est du délire ou quoi? Je ne croyais pas ce que j'étais en train de lire. C'est vraiment, après toute cette expérience, c'est vraiment écœurant de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça aussi. Donc, si vous avez peur du Hezbollah, vous avez une seule adresse, c'est l'armée libanaise. Point à la ligne. C'est tout. Renforcez-la. Enrôlez-vous dans l'armée au lieu d'aller faire valet parking ou bien d'aller faire des concierges dans les immeubles ou bien d'aller travailler comme menuisier, je ne sais pas où. Ça, c'est la seule adresse qu'il faudra voir quand on veut se sécuriser vis-à-vis de ça. Donc, les détracteurs de l'armée, c'est toujours péjoratif, c'est toujours pour montrer que l'armée est incapable, qu'il faut toujours qu'il y ait des milices à côté de cette armée, qui, eux, font leur devoir de la défense contre Israël. Moi, je voudrais poser une question. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans. Qu'est-ce que le Hezbollah a fait contre Israël? Absolument rien. À part tirer quelques salves sur des territoires vides, oui. Et c'est tout. Et Israël, en Syrie, 2 ou 3 fois par semaine, elle fait des raids sur des positions de Hezbollah en Syrie. Pourquoi ils n'abattent pas un seul avion? Et puis ils disent « Ah, Israël a utilisé l'espace aérien libanais pour tirer sur la Syrie et le Liban n'a rien fait. Pourquoi vous ne faites rien aussi ?» Ils disent qu'ils ont abattu des drones, ils ont essayé de provoquer quelques trucs à la frontière. Oui, les drones, ce n'est pas des avions militaires israéliens. Il y a un avion militaire israélien qui a été abattu, un F-16, oui. Qui retournait de mission et qui avait éteint toutes les contre-mesures contre les missiles, et c'est tout. Et là, on a entendu que l'équilibre a changé, que maintenant les règles de l'affrontement vont changer, qu'on va abattre tous les avions israéliens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Donc arrêtons les surenchères et arrêtons de dire du n'importe quoi, juste pour discréditer la seule institution qui continue à tenir le pays en marche. Ma dernière question. Le mandat du commandant en chef de l'armée, général Joseph Aoun, approche à sa fin. Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que cette fonction soit vacante, demeure vacante, en l'absence d'un président de la République et d'un gouvernement de plein pouvoir? Oui, mais ce n'est pas un drame. On dramatise et on vous sort tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas dramatique. Pourquoi? Dans l'armée et dans les institutions, il n'y a pas de vacances.
il n'y a pas de poste vacant. Il y a toujours un remplaçant. D'abord, il y a la loi de défense, la loi 102 sur 83, qui prévoit que c'est le chef d'état-major. Bon, il n'est pas là, il n'y a pas de chef d'état-major. Donc, automatiquement, là, vous avez deux théories. Okay. Vous avez une première théorie qui dit que ce sont les adjoints du chef d'état-major. Vous en avez 4 qui ont le grade de général de brigade, général 1 étoile. Donc, ça devrait être normalement, pas de par cette loi, mais de par ce qu'on appelle un nizam al-askari al-am, donc le règlement militaire général, qui est un arrêté ministériel du ministre de la Défense, qui dit quand il y a un poste vacant et qu'il n'y a pas un remplacement officiel, c'est toujours le plus haut gradé qui prend en charge. Donc ça, c'est une première. Et ça, c'est le plus logique, parce que là, vous êtes à l'intérieur de l'armée encore. Maintenant, vous avez le conseil militaire. Le conseil militaire, lui, n'est pas dans l'armée. Il est rattaché au ministre de la Défense. Ça, c'est la différence juridique. Or, ce conseil, normalement, doit être présidé par le commandant en chef. Dans ce conseil, il y a actuellement 2 officiers, des généraux 2 étoiles. D'accord? Pas 1 étoile. Donc, il y a une théorie qui vous dit, puisque dans l'armée, les seuls qui peuvent remplacer le commandant en chef, c'est des généraux 1 étoile, ils ne peuvent pas présider le conseil militaire. Ce qui fait que le conseil militaire, à ce moment-là, devrait être présidé par l'officier le plus haut gradé, qui, par transitivité, devra lui être chargé de commandant en chef de l'armée. Là, les solutions vont pulluler. Il y a des solutions. Quand on veut, je vous donne un exemple. Bon, au lieu que le commandant en chef de l'armée ne soit lui le chef du conseil militaire, ce sera le plus haut gradé qui sera le chef du conseil militaire, qui lui relève du ministre de la Défense. Alors que dans l'armée, il n'y aura pas de répercussions sur ça. Donc, les solutions sont là. Ne dramatisons pas. L'armée ne va pas être désintégrée s'il n'y a pas un commandant en chef. Bien sûr, l'idéal, c'est qu'il y ait un chef d'état-major, un commandant en chef, et de remplir le 3e poste vacant dans le conseil militaire, et que tout rentre en ordre. Maintenant, avec ou sans président, normalement, ça peut se faire, parce que le gouvernement intérimaire, lui, il fait fonction du président quand ils sont d'accord. Et si tous les ministres signent, ça marchera. Maintenant, vous avez toujours des gens qui... Je ne veux pas rentrer dans les jurisprudences que les juristes peuvent expliquer mieux que moi. Mais en gros, il n'y aura pas un drame si ça se passe. Général Khalil Hello, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur notre site et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.